Lorsque j'ai vu le message de ma sœur Émilie apparaître sur mon téléphone, mon cœur s'est arrêté net. Je lui avais dit clairement la veille de mettre fin à cette relation insensée commencée sur une application de rencontre en ligne avec une femme nommée Léa, car notre famille conservatrice de Lyon ne tolérerait jamais une telle chose, et pourtant elle m'avait répondu par ces mots glaçants: je ne peux pas rompre avec Léa et voici son numéro si tu veux lui parler toi-même. Au lieu d'obéir à mon conseil dicté par la peur des conséquences, elle m'envoyait le contact direct de sa petite amie, me plongeant dans un abîme de confusion et de colère. Paris bruissait autour de moi ce soir-là alors que je marchais le long de la Seine après une journée épuisante au bureau, mais mon esprit était loin des lumières de la ville. Émilie, ma petite sœur de 24 ans, avait toujours été la rebelle discrète de la famille, celle qui rêvait de liberté, tandis que moi, Alexandre, à 30 ans, je portais le poids des attentes parentales. Nos parents, des catholiques pratiquants installés depuis des générations dans le quartier calme de la Croix-Rousse à Lyon, voyaient l'homosexualité comme une aberration, une menace pour la lignée familiale. Quand Émilie m'avait confié il y a 6 mois qu'elle avait rencontré Léa sur une application dédiée aux femmes, j'avais d'abord cru à une phase passagère, une curiosité adolescente prolongée. Mais les appels tardifs, les sourires secrets, les week-ends où elle disparaissait vers Paris pour la voir avaient vite révélé la profondeur de leur lien. Léa était une artiste graphiste de 26 ans originaire de Marseille, installée dans un petit appartement du Marais. Elle s'était connectée autour d'un amour partagé pour la littérature française et les films d'auteurs des années 70. Au début, leur relation semblait innocente, des messages quotidiens, des photos de cafés parisiens partagés, mais bientôt Émilie avait commencé à changer. Elle refusait les dîners familiaux, inventait des excuses pour éviter les questions de notre mère sur son célibat prolongé. La pression montait insidieusement. Père avait commencé à soupçonner quelque chose après avoir surpris une conversation téléphonique où Émilie murmurait des mots tendres. Il m'avait convoqué seul un soir dans son bureau sentant le tabac froid et m'avait ordonné d'intervenir en tant que grand frère responsable. Ronça avant que ça nous détruise tous, avait-il dit, les veines saillantes sur son front. J'avais accepté à contre-cœur car je voyais les fissures dans notre famille déjà fragilisée par les problèmes de santé de mère. J'avais appelé Émilie depuis mon appartement parisien où je travaillais comme analyste financier et je lui avais exposé les risques, la déception parentale, la solitude sociale dans une société française encore marquée par des préjugés malgré les progrès légaux. Pense à ce que ça signifierait pour nous tous, Émilie, avais-je plaidé, la voix tremblante. Mais elle avait pleuré au téléphone, affirmant que Léa était son âme sœur, que pour la première fois elle se sentait vivante entière. Le lendemain matin, son message était arrivé avec le numéro de Léa. Je fixais l'écran, incapable de décider si je devais bloquer le contact ou composer le numéro pour confronter cet inconnu qui menaçait l'équilibre de notre vie. La pluie commençait à tomber sur Paris, fine et froide comme mes pensées. J'imaginais Léa, belle et mystérieuse, peut-être manipulatrice, en train de remplir la tête de ma sœur de rêves impossibles. Le choc initial se transformait lentement en détermination. Je devais protéger Émilie même si cela signifiait entrer dans leur monde. Avec hésitation, mes doigts effleurèrent le bouton d'appel. La sonnerie retentit une fois, 2 fois, puis une voix douce et assurée répondit: allô. C'était Léa. Je me présentai comme le frère d'Émilie et lui demandai de me rencontrer en personne pour discuter. Elle accepta sans hésiter, proposant un café près de la place des Vosges le lendemain. Cette nuit-là, je ne dormis pas, hantée par l'image de ma sœur heureuse mais isolée et par la peur de ce que cette rencontre révélerait. Le matin venu, je me rendis au café, le cœur battant. Léa était là, assise près de la fenêtre, ses cheveux noirs cascadant sur ses épaules, un sourire chaleureux mais prudent sur les lèvres. Elle était belle, d'une beauté discrète, intelligente, ses yeux reflétant une profondeur que je n'attendais pas. Nous parlâmes pendant des heures. Elle me raconta comment elle et Émilie s'étaient trouvées, comment leur amour avait grandi malgré les distances. Elle comprenait mes craintes mais affirmait que leur lien valait tous les sacrifices. Je rentrai à Lyon le soir même, déterminée à convaincre Émilie de rompre, mais le doute s'insinuait déjà en moi. Émilie m'attendait à la maison, les yeux rougis. Elle savait que j'avais appelé Léa. La confrontation familiale approchait inévitablement et je sentais le poids des choix à venir. La confrontation avec nos parents éclata 2 jours plus tard comme un orage longtemps contenu. Père rentra du travail plus tôt que d'habitude, le visage fermé, et convoqua toute la famille dans le salon aux meubles anciens de notre maison lyonnaise.
Mère assise sur le canapé les mains tremblantes évitait mon regard tandis qu'Émilie se tenait debout près de la fenêtre les bras croisés en signe de défense. Alexandre a quelque chose à nous dire, commença Père en me fixant intensément. Je déglutis difficilement et exposai ce que je savais, la rencontre en ligne, l'amour naissant, la rencontre avec Léa. Les mots sortirent comme un torrent accusateur mais aussi protecteur. Émilie n'y a rien, au contraire, elle affirma haut et fort que Léa était la personne avec qui elle voulait construire sa vie. La réaction de Père fut violente, il se leva les poings serrés criant que cela allait contre tout ce en quoi nous croyions, que la famille serait ostracisée par le voisinage et l'Église. Mère pleura en silence, murmurant des prières pour le salut de sa fille. Émilie affronta leur colère avec une force que je ne lui connaissais pas. Elle parla de son mal-être passé, de la solitude qu'elle avait portée pendant des années avant de rencontrer Léa, de la joie authentique qu'elle ressentait enfin. Ses arguments étaient logiques mais chargés d'une douleur profonde qui me toucha malgré moi. Je tentai de médier, soulignant les pressions sociales en France, même dans une ville progressiste comme Lyon où les regards désapprobateurs persistaient dans certains milieux. Mais Émilie me reprocha de trahir notre lien fraternel, de choisir le confort familial plutôt que son bonheur. La soirée se termina dans les larmes et les portes claquées. Père menaça de couper les aides financières si elle persistait. Mère implora Émilie de réfléchir pour le bien de tous. Seule dans sa chambre, ma sœur m'envoya un message tardif: merci de m'avoir écouté mais je ne renoncerai pas. Le lendemain, je retournai à Paris rongée par la culpabilité. Léa me contacta par surprise proposant une nouvelle rencontre, cette fois avec Émilie présente. Nous nous retrouvâmes dans un parc près du canal Saint-Martin. Voir ma sœur et Léa ensemble fut un choc visuel, leur complicité évidente, les regards tendres, les mains qui se frôlaient discrètement. Émilie semblait transformée, rayonnante malgré la tempête familiale. Léa expliqua son propre parcours, fille d'immigrés italiens confrontée à des préjugés similaires mais ayant choisi d'assumer son identité. Leurs histoires s'entremêlaient, créant un récit convaincant d'amour contre l'adversité. Pourtant je voyais les fissures. Léa mentionna en passant un ex-partenaire masculin du passé, ce qui fit tiquer Émilie bien qu'elle ne dit rien sur le moment. La tension montait en moi. Étais-je en train de devenir l'obstacle à leur bonheur ou le gardien de la stabilité familiale? De retour chez moi, j'appelai un ami proche, conseiller familial, qui me mit en garde contre les dynamiques toxiques possibles dans les relations naissantes en ligne. Le doute grandissait. Une semaine plus tard, Père découvrit des échanges de messages sur le téléphone d'Émilie qu'elle avait laissé charger. La colère explosa à nouveau, cette fois avec des ultimatums clairs. Soit elle rompait, soit elle quittait la maison. Émilie choisit de partir, s'installant temporairement chez une amie à Lyon avant de rejoindre Léa à Paris. Je l'aidai à déménager en secret, déchiré entre loyauté fraternelle et devoir filial. À Paris, leur vie commune commença dans le petit appartement du Marais. Je leur rendis visite régulièrement, observant leur quotidien fait de petits bonheurs mais aussi de tensions naissantes dues à l'isolement social. Léa recevait des appels mystérieux qu'elle esquivait et Émilie semblait parfois distante, comme si le poids des sacrifices commençait à peser. Un soir, lors d'un dîner, Émilie me confia ses peurs intérieures, le regret de blesser nos parents, la peur de l'avenir incertain dans une société où même en France les discriminations subtiles existaient. Je sentais qu'une trahison couvait quelque part, peut-être dans le passé de Léa. La pression extérieure s'intensifiait quand mère tomba malade, le stress aggravant son état cardiaque. Père m'accusa d'avoir facilité la fuite d'Émilie. Les choix devenaient de plus en plus lourds. Les mois suivants virent l'escalade des conflits intérieurs chez Émilie. Installée à Paris avec Léa, elle tentait de reconstruire sa vie mais les appels de mère affaiblis la hantaient chaque nuit. Je devenais le messager malgré moi, relayant les messages de réconciliation conditionnelle de la famille. Lors d'une visite surprise, je surpris une dispute entre Émilie et Léa au sujet d'un voyage que Léa avait fait seule à Marseille sans explication claire. Émilie doutait maintenant de la fidélité de sa compagne, les ombres du passé de Léa refaisant surface. Elle me confia en larmes que Léa avait omis de mentionner une relation précédente longue et compliquée avec une femme mariée, ce qui avait causé un scandale local. Le sentiment de trahison s'installait lentement, érodant leur confiance. Je confrontai Léa en privé, lui demandant la vérité. Elle admit ses erreurs passées mais jura que son amour pour Émilie était pur et transformateur. Pourtant ses explications sonnaient parfois forcées.
La pression sociétale s'ajoutait quand des collègues de Léa apprirent leur relation et commencèrent à propager des rumeurs au travail la menaçant de son poste. Émilie envisagea de retourner à Lyon pour soutenir mère, mais cela signifiait abandonner Léa et affronter père. Les décisions se multipliaient, chacune avec son prix élevé. Un week-end dramatique, père vint à Paris sans prévenir et exigea une rencontre avec Léa. La confrontation dans un café neutre fut explosive, père accusant Léa de corrompre sa fille, Léa défendant leur droit à aimer librement. Émilie se trouvait prise entre deux feux, déchirée entre loyauté familiale et amour personnel. Elle finit par demander à père de partir, mais la scène laissa des cicatrices profondes. De retour chez elles, Émilie et Léa se disputèrent violemment pour la première fois, Émilie reprochant à Léa de ne pas comprendre le poids culturel français des traditions familiales. Je me retrouvais à jouer le rôle de médiateur, écoutant les confessions intimes des deux femmes. Léa révéla ses propres luttes contre l'acceptation parentale à Marseille, tandis qu'Émilie exprimait sa peur de finir isolée sans famille. Le doute moral grandissait en moi. Étais-je en train d'encourager une relation destructrice ou d'empêcher un amour authentique ? La santé de mère se détériora davantage, forçant Émilie à un choix déchirant: rentrer ou rester. Elle opta pour un compromis, des visites régulières à Lyon tout en maintenant sa vie parisienne. Mais cela créa de nouvelles tensions avec Léa, qui se sentait négligée. Un incident majeur survint quand une tante conservatrice découvrit la situation et organisa une intervention familiale élargie. Les accusations volèrent, Émilie fut traitée de déshonneur pour la famille. Blessée, elle coupa temporairement les ponts avec tous sauf moi. Dans ce vide, Léa proposa un engagement plus fort, un voyage ensemble en Provence pour se retrouver. Le voyage fut un moment de grâce où elles semblèrent se reconnecter, mais au retour une révélation explosive attendait. Léa avait reçu une offre d'emploi à l'étranger, en Espagne, qui impliquait une séparation potentielle. Émilie y vit une fuite, une nouvelle trahison. Les larmes et les accusations remplirent leur appartement. Je fus appelée en urgence pour soutenir ma sœur qui oscillait entre colère et désespoir. La prise de conscience commençait, Émilie questionnait si son amour valait toutes ces souffrances accumulées. Les choix devenaient existentiels et le prix émotionnel montait inexorablement. La trahison finale survint de manière inattendue par l'intermédiaire d'une ancienne amie de Léa qui contacta Émilie anonymement, révélant que Léa avait entretenu une relation parallèle durant les premiers mois de leur histoire en ligne. Les preuves, messages et photos partagées achevèrent de briser la confiance d'Émilie. Confrontée, Léa admit partiellement, expliquant qu'il s'agissait d'une période de doute avant de s'engager pleinement, mais le mal était fait. Émilie se sentit profondément humiliée, dupée par la personne en qui elle avait placé toute sa foi. Elle quitta l'appartement du Marais, s'installant chez moi temporairement à Paris. Les nuits étaient longues, remplies de pleurs et de remises en question. Elle analysait chaque moment de leur relation, cherchant les signes qu'elle avait ignorés par amour. La douleur intérieure était palpable, sa force apparente craquelée par le poids de l'illusion brisée. Pendant ce temps, la famille à Lyon apprit indirectement la séparation via des rumeurs et père contacta Émilie pour la première fois depuis des mois, offrant un retour conditionnel sans mention de Léa. Mère suppliait pour une réconciliation familiale. Émilie hésitait, déchirée entre la sécurité du foyer et l'indépendance durement gagnée. Je l'accompagnais dans ses promenades le long de la Seine, écoutant ses monologues sur la nature de l'amour véritable versus l'illusion romantique. Elle reconnaissait maintenant les sacrifices inutiles faits au nom d'une relation toxique, les mensonges acceptés par peur de la solitude. La société française, avec ses avancées légales sur le mariage pour tous, contrastait cruellement avec les préjugés persistants dans les cercles familiaux traditionnels. Une rencontre fortuite avec Léa dans une galerie d'art du Marais raviva les blessures, Léa implorant le pardon, promettant un changement radical. Émilie refusa fermement, mais la scène laissa un vide émotionnel. De retour chez moi, elle exprima son éveil progressif, comprenant que l'acceptation de soi passait par le rejet des dynamiques malsaines. Pourtant le prix était élevé, la perte d'un amour idéalisé, l'éloignement familial prolongé, la remise en question de son identité. Père fit une concession rare, proposant une thérapie familiale si Émilie revenait. Elle accepta partiellement, rentrant à Lyon pour une période d'essai tout en maintenant des limites claires. À Lyon, la réintégration fut tendue, mère soulagée mais père toujours vigilant. Émilie reprit un travail local dans une librairie, cherchant à reconstruire sa vie sur des bases plus solides.
Des mois passèrent et elle commença à fréquenter discrètement une nouvelle personne, une collègue respectueuse et transparente, mais les cicatrices rendaient tout lent et prudent. Je la voyais grandir plus résiliente, consciente des coûts réels des choix passés. La famille évoluait lentement, apprenant à naviguer les préjugés avec plus d'ouverture bien que les tensions sous-jacentes persistent. Émilie confia lors d'une soirée calme que l'expérience avec Léa, bien que douloureuse, l'avait éveillée à sa propre valeur et aux limites à ne plus franchir. Le drame social persistait dans les regards du quartier, mais elle tenait bon. Les décisions finales approchaient, forçant chacun à payer le prix de ses convictions. La résolution finale arriva lors d'une réunion familiale tendue à Lyon où Émilie annonça publiquement son choix de vivre authentiquement sans plus cacher son orientation. Père écouta en silence pour la première fois sans interruption tandis que mère exprimait un soutien prudent teinté de peur résiduelle. La discussion révéla les peurs profondes de chacun, la crainte de père pour l'avenir social de sa fille, le regret de mère de n'avoir pas vu plus tôt la souffrance d'Émilie. Des compromis émergèrent lentement, des visites ouvertes à Paris, des thérapies continues. Émilie décida de ne pas retourner immédiatement avec une partenaire mais de se concentrer sur sa guérison personnelle. Léa disparut de sa vie après une dernière lettre d'excuses sincère acceptant les conséquences de ses actes. Le réveil d'Émilie était complet, elle comprenait que l'amour véritable ne justifiait pas toutes les destructions et que les choix moraux impliquaient souvent des pertes irréversibles. La société autour d'eux en France continuait son évolution mais les préjugés familiaux et locaux rappelaient les défis persistants. Je regardais ma sœur transformée, plus forte dans sa vulnérabilité, et je questionnais mes propres interventions initiales. Avais-je protégé ou entravé ? Les mois suivants apportèrent une paix fragile, la famille apprenant à coexister avec la vérité d'Émilie. Elle trouva un équilibre entre indépendance et liens familiaux tout en explorant de nouvelles relations basées sur la transparence. Le coût avait été élevé en termes de confiance brisée, de temps perdu, de santé mentale, mais l'éveil valait ses sacrifices pour elle. La narrative de leur vie changeait lentement vers l'acceptation mutuelle. Est-ce que l'amour entre deux femmes mérite de briser une famille entière ? Vrai ou faux ?